RCN. Le son de la différence. Multimédia. Une coproduction Radio Campus Lorraine, RCN. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Multimédia, votre demi-heure dédiée à l'actualité des médias, en passant par la presse, l'audiovisuel, ainsi que Internet et le cinéma. Vous écoutez bien RCN ou Radio Campus Lorraine sur le 90.7 FM ou sur le DAB+. Multimédia. Alors, on va commencer directement sur le chapeau de roue, sur le chapeau de l'actualité, avec une disparition. Adieu Catherine Laborde. L'une des madames météo phares de la première chaîne, TF1, nous a quittés ce 28 janvier. Après près de 30 ans de carrière derrière elle, elle a marqué l'histoire de la chaîne et lors de son départ le 1er janvier 2017, avait fait part d'un message d'adieu poignant. Elle souffrait d'une maladie neurodégénérative, la démence à corps de Lewy. Les politiques, chaînes de télévision et de nombreux internautes lui ont rendu hommage. Morandini de retour. Alors, toujours le 28 janvier, Jean-Marc Morandini est revenu, souriant, sur son émission Morandini Live. Alors, dans l'axe éditorial de la chaîne, il parle d'un marché clandestin de Vitry-sur-Seine, puis de l'intervention du premier flic de fiance, Réthéo, je vais y arriver, sur les ondes d'Europe 1. Une émission classique de CNews, vous me direz. Si on nommait le fait que la veille, Morandini a été condamné en appel pour harcèlement sexuel. Les dirigeants du groupe Canal+ sont exprimés sur la situation, expliquant exclure Morandini qu'en cas de condamnation définitive. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce retour du jour au lendemain de Morandini, juste après une condamnation en appel. C'est une dinguerie, avec un grand D. Mais non, mais ce qui est étonnant, c'est que là, c'est la décision définitive. Est-ce que c'est déjà l'appel ? C'est tranché là du coup, ouais. Ouais, à moins qu'il aille, je sais pas où. À moins qu'il... non, il avait fait appel, ça. Il avait fait une appel. Là, c'est déjà l'appel. Il a ouais, triplé sa... Ouais, non, bah sentence. C'est un misclick, hein. Donc, ça. annoncer qu'il serait retiré de l'antenne et au final, non. Bon, on n'est plus à une contradiction près, mais c'est étrange. Ah, c'est étrange, bizarre, c'est incroyable quand même. Il a été condamné. L'Arcom, je sais pas si l'Arcom a touché un mot sur cette situation. Mais comme ils sont en période transitoire, alors ouais. comme je sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas penché sur le sujet encore. Attendez, c'est la rentrée. Je pense que d'ici une semaine, on aura peut-être des nouvelles de cela. Espérons-le. M6... Après, est-ce qu'il y a des obligations, tout ça est-ce que l'Arcom peut dire quelque chose là-dessus ? Je sais pas. Légalement, il est condamné. Quelque chose me dit que légalement, tu peux, le droit à l'antenne, même la carte, devrait être retirée. Pourrait être retirée. Et peut-être retirée. M6 ouvre la porte à Hanouna, les animateurs la bloquent. Alors, on en a discuté avant, la disparition de C8, la déprogrammation en conséquence de TPMP. M6 a officiellement confirmé vouloir recruter Cyril Hanouna, une décision qui a été opposée par l'ensemble des rédactions de M6 et de RTL via un communiqué des deux sociétés de journalistes, STJ. Ils craignent que son arrivée ait des conséquences néfastes sur leur travail, donc des journalistes, et la perception que les téléspectateurs et l'opinion publique en ont. Alors, Karine Marchand a même déclaré « S'il vient, je m'en vais ». Alors, en plan B, Hanouna avait déjà déclaré faire un talk show de 18h à 21h sur ses stars, toujours Canal+, ou alors diffuser des programmes exclusivement sur Internet. On change une équipe qui gagne. Alors, c'est confirmé. L'ex-directeur de Gala est nommé directeur de la rédaction, papier numérique, de l'équipe. Il s'appelle Mathias Görtler et il a déclaré dès son arrivée vouloir, je cite, conquérir une audience jeune et féminine qui est à 180 degrés radical et audacieux face à l'audience habituellement masculine de l'équipe. Alors, spécialiste des médias numériques sous la direction de Gala, son arrivée fait grincer des dents certains membres du conseil d'administration, mais il reste optimiste pour l'évolution du journal. L'Arcom aussi change de tête. Martin Adjari, ancien directeur adjoint de l'Opéra de Paris, est maintenant à la tête de l'Arcom, remplaçant Roch-Olivier Mestre, dont tu avais parlé justement de la période de transition. On est en plein temps. Il a déjà eu de l'expérience dans l'audiovisuel dans les années 2000, étant directeur général délégué de Radio France en 2004, puis de France Télévisions de 2010 à 2014, en tant que secrétaire général et encore directeur général délégué. Il est aussi passé par le ministère de la Culture, sous Philippe Etty. Bref, il a du chemin. Il arrive au poste dans le contexte, je le rappelle, de la suppression d'Énergie 12 et de C8, la nouvelle numérotation et l'arrivée de T18, qu'on a connu jusque-là sous le nom de Réel TV ou CMI TV et OF TV. C'est un moment charnier pour le nouveau haut fonctionnaire. Exit Carly. Alors, Philippe Carly, on en a parlé la semaine dernière, c'est l'ancien
du coup, directeur du groupe Ebra, car on s'en souvient, il était surpris à liker des posts d'extrême droite sur LinkedIn, et il s'est fait afficher par Street Press. Alors, le fin mot dans cette histoire, Philippe Carli a démissionné du groupe sous pression du Crédit Mutuel, et après avoir présenté ses excuses, pas sans avoir déclaré que son compte était géré par quelqu'un d'autre, de manière fausse, évidemment. La position... Ah là là. Oui. La position... C'est un bel alibi, ça. La position d'Ebra... Déjà Désolé, c'est ma petite cousine qui avait mon téléphone. La position d'Ebra, déjà fragilisée par de mauvais résultats économiques, se retrouve dans encore plus mauvaise posture. Bah, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, déjà, de la défense de Philippe Carli. Là, Bah voilà. Un truc en mode oh, c'est mon chat qui a tapé sur le clavier. non, mais ce qui est dingue quand même, C'est mon chat qui a qu'il n'a pas trouvé mieux. Bon, après. Alors, faut préciser que donc, le Crédit Mutuel, c'est eux qui sont actionnaires majoritaires, voire exclusifs de Groupe Ebra, donc, qui est toute la presse régionale donc, de l'Est de la France, dont l'Est républicain et tout ce qui va avec. Ouais. Donc voilà, du changement encore à la tête du groupe régional. Voilà, c'est une défense en béton pour finalement. Oui. Bon, après, un petit like, ça fait rien, hein, mais... Bon. Ah oui, le like n'est pas engageant, comme dit certains sur Twitter. Ça, c'est sûr. Il y en a, ils like sans regarder, hein, mais bon. Bah, ouais. Sadé s'en mêle-t-il? Alors, les journalistes de BFM Business accusent Rodolphe Sadé, récent propriétaire du groupe BFM RMC, d'avoir supprimé une story, telle qu'ils les appellent, sur le groupe Tiffany & Co. Alors, la SDJ a été mise au courant de la suppression d'un article traitant des difficultés économiques de Tiffany & Co. Alors, Nicolas de Terveno dément l'interventionniste de Rodolphe Sadé et en prend les responsabilités d'en discuter avec Jean-Philippe Baye, qui est le directeur général de l'information à BFM RMC. Alors, la vidéo liée à l'article est cependant toujours en ligne, mais ce n'est pas la première fois que de telles accusations font surface, ce qui incite encore plus à la création et à la signature d'une charte promise pour BFM TV, bien que le projet Clarcom ne soit pas encore abouti. Disney et Canal se disputent le plus. Alors, Disney+ a renforcé sa place dans le cinéma français au-delà du financement. Maintenant, la plateforme pourra diffuser ses films 9 mois après leur diffusion au cinéma, contre les 17 mois habituels, investissant un quart de leur chiffre d'affaires dans ce deal. Un quart, c'est 25%, c'est énorme. Le choix de Disney ne plaît pas au secteur de l'animation et surtout chez Canal+. Maxime Sada, président de Canal+, trouve inéquitable les accords de diffusion négociés, en plus d'être partenaire historique du cinéma français via Studio Canal, ce qui leur octroie le droit de diffuser les films 6 mois après leur sortie. Alors, Disney+ a ainsi rompu l'accord conclu avec Canal+, qui menace une baisse de financement. Vous en pensez quoi finalement cette situation, de ce petit drama dans la villa, si j'ose dire? C'est Disney, ils ont voulu 9 mois et Canal ont eu 6, c'est ça? C'est Disney qui ont 6, c'est Disney qui ont 9, Canal+, qui a 6, ouais. Et le nouveau contrat négocié favorise Disney+, avec les 9, plutôt que Canal avec les 6. Moi je trouve même pas ça normal qu'il n'y ait pas déjà la même pour tout le monde en fait. Oui. Ça me paraît, un peu bizarre. Enfin, ouais. Déjà qu'il y a pas mal de concurrence, si en mettant un plus gros billet sur la table, tu peux avoir les films en avance, je trouve ça un peu limite. Bah c'est du business, je veux dire. Mais le problème c'est que ça reste. Mais en fait, moi il me semblait que c'était une loi, enfin style que c'était l'Arcom qui gérait ça. Et en fait, on se rend compte que c'est complètement. Il suffit d'aligner l'argent. Et par rapport au cinéma, moi je trouve ça quand même. 6 mois, je trouve ça très très court. Personnellement, c'est dangereux pour les salles. On peut se dire plus facilement. Bah tiens, je vais pas le voir, de toute façon dans 6 mois je pourrais le voir c'est ça. sur ma plateforme. 6 mois, moi je trouve ça, de base je trouve ça super court. Après c'est un avis personnel, mais qu'il n'y ait pas une harmonie entre les chaînes, du coup ça crée ce qui... c'est très dangereux pour les chaînes surtout, c'est très dangereux, enfin pour les chaînes, pardon, pour le cinéma, pardon. C'est très dangereux pour le cinéma aussi, il y a, comme tu as dit, moins de gens qui vont aller au ciné, des gens vont dire ah bah c'est dans 6 mois, m'en fous, et surtout, après, il y en a qui pourraient dire ça pourrait faciliter l'accès à la culture, mais vu les prix des abonnements... Non, mais ça, c'est pas un argument. C'est ça, voilà, c'est ça, je vais dire aussi. Oh putain. Alors, c'était pas celui-là que je disais. Pas lui, c'était pas celui-là. J'espère bien. Phosphore 100% ado passe au 100% numérique. Alors,
Je sais pas si vous vous souvenez des phosphores. Alors moi j'adorais lire ça au CDI au collège perso. Et ben figurez-vous, ok super. Figurez-vous que les temps changent et que le format papier va disparaître pour laisser place à du 100% numérique. Le groupe affirme dans un communiqué se focus sur, je cite, le swipe et le scroll pour accompagner les ados dans leur vie quotidienne. Alors le journal connaissait déjà des baisses de vente, baissant un tirage à 13 000 exemplaires ces dernières années. LFI veut créer un nouveau Arte. Alors j'ai pas trop aperçu cette information trop relayée, mais en épluchant le programme Avenir en commun fraîchement publié récemment, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. C'est pas une mesure nouvelle de leur programme, ça a déjà été proposé il y a 5 ans, en 2020, dans une version précédente de leur programme, toujours Avenir en commun. C'est la mesure suivante. Créer une chaîne de télévision méditerranéenne émettant en plusieurs langues et diffusant sur les 2 rives de la Méditerranée et sur Internet, sur le modèle de la chaîne franco-allemande Arte. Fin de citation. Alors, bien que des médias qui transcendent la Méditerranée existent, comme l'algérien et privé Beurre TV, que pensez-vous de cette volonté de faire ce pont avec un service public ? Et surtout, est-ce que le modèle d'Arte serait idéal ? Oui, c'est vrai qu'Arte c'est séparé avec l'Allemagne ou la Belgique, pardon, j'ai un doute. C'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne. Donc c'est vrai que c'est intéressant, ça permet d'avoir les deux. Après avoir, oui, par rapport à ce qui existe déjà, est-ce que c'est intéressant ou pas, puis sur quel modèle aussi, parce que c'est un programme électoral, donc... Non, puis même la technique surtout. Côté technique, comment cela peut fonctionner ? Bah ça, on peut diffuser partout dans le monde aujourd'hui, c'est plus trop la difficulté. Après, bon voilà, c'est un programme électoral, qu'est-ce qui est dedans, financé par qui, parce que si c'est pas un service public, c'est forcément privé, donc des milliardaires. Est-ce que l'État peut impulser ça ? Enfin voilà, moi c'est promesse électorale, quoi. D'autres avis ? Non. Je vois pas trop l'intérêt, ouais, moi je suis assez d'accord. Enfin, je sais pas, à voir la direction que ça prend, mais Arte, à la base, c'était carrément indépendant. Il n'y avait aucune... il n'y avait même pas de parti ou quoi que ce soit. C'était vraiment juste des journalistes indépendants qui faisaient ça. Ça a pris de l'ampleur, c'est devenu... comment on appelle ça, binational. Je sais pas si c'est le terme. Et c'est financé par les services publics des deux pays. Et du coup, ça permettait une neutralité complète de l'information, beaucoup plus de liberté. C'est ça. Je sais pas. En vrai, pourquoi pas avoir... mais c'est pas assez développé, en tout cas. Avoir les programmes, mais je trouve l'envie de faire comme Arte, avant d'avoir l'idée qui a mené à cette particularité d'Arte. C'est aussi le contexte actuel de tension avec l'Algérie notamment, entre Paris et du coup l'Algérie, ça pourrait être un moyen d'essayer de rabibocher via la culture, via la diffusion, via la coopération. Ouais, pourquoi pas. Ça donne à voir. Mais c'est sûr. Why not ? Exactement, ça donne à voir. C'est tout pour les actualités. Je vous propose d'écouter Spit in My Face de Thanks So Much et on va suivre une double chronique. Attention, mesdames et messieurs, c'est cadeau. Double chronique de Pablo et de Ludo. Vous avez préparé quoi rapidement ? Tease un petit peu là. On va parler de la Maison Blanche et des podcasteurs. Et moi de l'ARCOM et de la représentation des commentatrices aux Jeux Olympiques. Eh ben c'est très alléchant tout ça. Tout de suite, Spit in My Face de Thanks So Much. Multimédia, une coproduction Radio Campus Lorraine, RCN. Et on est de retour pour la deuxième partie d'émission avec la double chronique. Pablo, c'est toi qui commence. Quelle est l'info que tu nous as pris ? Alors, influenceurs et podcasteurs obtiennent leur accréditation à la Maison Blanche. Et oui, ils pourront désormais participer aux côtés des médias traditionnels aux conférences de presse sur l'actualité de l'administration Trump. Il sera désormais possible de faire ses stories dans le palais gouvernemental américain, de satisfaire sa comucherie en questionnant le président avec des filtres, ou même de faire un placement de produit pour NordVPN pendant que l'enfant pourri gâté signe son énième décret pour, je sais pas moi, munir les enfants de 4 ans d'armes à feu au cas où la maîtresse mange un faritas pendant la pause du midi. Excusez-moi l'émotion. Le 28 janvier dernier, donc, la porte-parole du gouvernement, Caroline Leavitt, a déclaré « Il est essentiel pour notre équipe de partager le message du président Trump partout et d'adapter la Maison-Blanche au nouveau paysage médiatique en 2025 ». En gros, la propagande, oui, mais dans l'air du temps. C'est en réalité une décision clé, puisqu'influenceurs et podcasteurs jouent un rôle important dans la campagne électorale et la communication de M. Clémentine. Elon Musk est nommé dans le gouvernement, alors qu'il est le patron de X/Twitter et le milliardaire le plus suivi au monde. Mark Zuckerberg a allégé la modération sur Instagram, mettant en avant plus de contenu politique. Bientôt, on pourra faire les flammes avec la Maison Blanche sur Snap, quoi. Trop hâte.
Du coup, le placement traditionnel dans la salle de conférence a été revu. Un tout nouveau siège réservé à cette catégorie de médias a été ajouté au premier rang. La chance, les abonnés seront tout devant. Et parmi les fameux influenceurs, on peut par exemple déjà s'attendre à Joe Rogan. C'est un masculiniste et anti-woke et fidèle soutien de Donald Trump. Il est le célèbre animateur du podcast le plus écouté au monde, The Joe Rogan Experience. Si le nom et le média de Joe Rogan, ça vous dit rien, je peux vous en citer des extraits. Il avait par exemple fumé un joint en pleine émission avec Elon Musk il y a quelques années. Légendaire celui-là. Oui. Discuté avec Mark Zuckerberg il y a quelques semaines, décidément toujours les mêmes, où ce dernier avait d'ailleurs lâché une grande partie de la culture d'entreprise est devenue un peu émasculée. Il y a quelque chose de bon dans la masculinité et une culture qui valorise l'agressivité a du mérite. Je ne reconnais plus mon Marco depuis qu'il fait de la MMA. Puis ils ont changé les valeurs des arts martiaux. Et ce même Joe Rogan avait invité le président républicain dans son podcast en octobre dernier, à l'époque de sa campagne électorale, une émission qui a cumulé pas moins de 38 millions de vues en 3 jours. Rendez-vous compte, c'est 4 fois le nombre d'entrées du Comte de Monte Cristo, mais avec 3 heures de fascisme. Franchement, ça mérite un César. Bon, en réalité, on ne sait pas encore qui sera invité sur ce très prisé siège des nouveaux médias. On l'espère des journalistes indépendants ou des influenceurs politiques nuancés. Un point surgit cependant, ce choix s'appuie sur des statistiques, oui ça leur arrive, et notamment d'un sondage montrant le déclin de la confiance des Américains envers la télé, la presse et la radio. Cette tendance est en partie due à la place importante qu'occupent les réseaux sociaux dans le paysage médiatique actuel. En effet, l'information y circule à présent aussi rapidement et de manière encore plus diversifiée que sur les médias dits traditionnels. Une opportunité sans doute. Tout le monde a accès et peut relayer les informations du globe, même des influenceurs dont la culture géopolitique est bien souvent comparable à celle d'une huître. Tout cela nous appelle donc à rester vigilants sur les informations que l'on lit, voit ou écoute. Qu'il s'agisse d'un article relayé par votre chanteur préféré ou du journal quotidien télévisé, prenez le temps de vérifier et de diversifier vos sources. Tout média a son point de vue, à vous de construire le vôtre. D'ici là, on garde le smile. Merci pour votre écoute. Merci Pablo pour cette chronique de qualité. Alors du coup... Non mais quoi tu rigoles, c'est vrai. C'est vrai. Rire nerveux. Mais oui, c'est vrai. Nerveux. Mais oui, c'est vrai, ça c'est une info que j'ai vu passer. Ça m'a fait très rire. Ouais. Je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. En fait, moi je dis ça corrobore. Ça corrobore avec jusque-là la relation du président Trump avec les médias. C'est ça. Enfin les médias sociaux surtout. Exactement. Notamment lui-même a créé un réseau social. Truth Social. Oui. Lui-même a créé. Donc en fait ça limite du sens en fait. C'est dans son personnage entre guillemets. C'est dans son personnage et puis c'est dans la continuité de tout ce qu'il met en place en fait depuis sa campagne, comme depuis qu'il est au pouvoir. On en avait parlé la semaine dernière avec TikTok quand il avait sauvé les Américains de la censure de TikTok. C'est ça. Il a sauvé une censure qu'il a lui-même commencé. C'est du génie. Non, et puis il nomme des multimilliardaires qui contrôlent globalement toutes les plateformes où l'information circule en masse. Donc on peut déjà dire que ce sera pas des gentils journalistes qui bossent sur la réseau. C'est pour ça que j'ai dit qu'on s'attendait à des journalistes indépendants. Mais voilà, en fait, c'est pas du tout en fait. En fait, ça pourrait être très intéressant si c'était fait par des journalistes, parce qu'il y en a plein des journalistes aujourd'hui dans des médias d'internet entre guillemets. Et c'est vrai que s'ils ont la carte de presse, pourquoi ne pas les inviter? Au contraire, ça, comme beaucoup de jeunes je trouve, mais c'est un avis personnel, mais s'informent sur les réseaux, autant au moins mettre du contenu et de la qualité. C'est ça. Pourquoi pas? Bon, là, on sait un petit peu que c'est dans un autre but, connaissant le personnage au teint jaune. C'est ça. À quand Hugo Décrypte dans la Maison Blanche? C'est ce que j'allais dire. Ça, j'ai rien. Mais Hugo Décrypte, moi, ça me va. Hein. Non, mais voilà. C'est genre typique de personnes qui ont aussi fait des interviews avec des chefs d'État ou avec c'est ce que j'allais dire, ouais. Ça, c'est des personnes de l'actualité. Oui, il a la carte de presse, il a fait des études en journalisme, oui, et au contraire, il informe, je sais pas combien de millions de personnes jeunes principalement, tous les jours, en majorité. Donc voilà, bon, le problème c'est qu'on est aux États-Unis et que l'objectif n'est pas le même souvent. Ça va peut-être être des copains à lui, donc à faire attention quoi. Mais c'est mais ils ont la mainmise, c'est clairement, c'est les puissants qui ont la mainmise sur les médias et je sais pas, en fait pour le coup je sais vraiment pas trop c'est quoi le move finalement final. Le move finalement final, waouh c'est français. Qu'est-ce que ça va être la finalité en fait? Parce que en plus c'est qu'un seul siège à la fois alors. Un seul siège, oui c'est ça, un seul siège, ça permet d'éviter les avis divergents aussi. Je veux pas dire, mais non mais c'est voilà. Mais oui,
il y a le terme broligarchie, je crois, qui revient beaucoup. Broligarchie, c'est une oligarchie, mais avec des bros, donc en anglais ça veut dire les copains, quoi, les frérots. Les frérots, exactement. Ah ouais, d'accord. Et justement, parce qu'en fait, tous ces gens-là, c'est des copains. Justement, je parlais de Joe Rogan, donc le podcasteur, il était à l'investiture de Donald Trump. Aux côtés de Mark Zuckerberg, d'Elon Musk, de Bernard Arnault, de Jeff Bezos. Et en fait, c'est tous les milliardaires qui c'est le club des milliardaires. Centre rendre service et se fournissent de plus en plus de petites fenêtres de tir pour avoir encore plus de pouvoir au niveau de l'État. Au niveau de l'État, sauf que comme c'est ça. En fait, c'est aussi, je crois, dans la définition, c'est qu'au final, c'est le pouvoir appartient à des milliardaires en fait. C'est même plus l'État qui contrôle, c'est des. Après, ça fait longtemps qu'on le voit, hein. Le Doge avec Musk. Hein, exactement. Notamment. D'ailleurs, le nom lui-même, une référence à même Internet d'ailleurs. C'est ça. Ça, c'est un truc de fou, genre même Internet devenu le nom d'un département du gouvernement américain. C'est ça. Puis c'était de fou. Crypto-monnaie dans laquelle justement Elon Musk investissait beaucoup et dont il influençait le cours en un tweet, quoi. Oui, voilà. Tu vois, il est encore en cours. De toute façon, on va pas se mentir, après les cours, c'est beaucoup de spéculation. Et le mec, il tweet quoi 10 fois par jour. Enfin, il tweetait 10 fois par jour. Je pense que c'est 2 fois plus aujourd'hui. Ouais. Donc voilà. Ouais. À suivre. À suivre, exact. Affaire à suivre. C'est pas une phrase à dire, ça. Ludo, je pense c'est à ton tour. C'était quoi déjà ton sujet? Tu peux nous rappeler rapidement? Du coup, on va parler de l'ARCOM et de la représentation des femmes dans les médias visuels et audiovisuels durant les Jeux Olympiques. Parce qu'en effet, l'ARCOM nous a délivré ce 23 janvier dernier un rapport assez surprenant sur la place des femmes dans les médias audiovisuels et numériques. Durant cette période exceptionnelle, il nous est parvenu du fait d'une opération de communication appelée Sport Féminin Toujours, en partenariat avec le ministère chargé des Sports. Leur but visait à, je cite, inciter les médias audiovisuels à diffuser davantage de retransmissions sportives, d'émissions et d'interviews consacrées au sport féminin et aux actrices du milieu sportif à l'antenne. Donc en soi, notre gendarme de l'audiovisuel peut se féliciter de leur opération, étant donné qu'ils ont enregistré 21,4% d'accroissement en termes de visibilité et de volume horaire pour le sport féminin en général. Si l'on remet en perspective avec les éditions précédentes, c'est bien 16,6% de plus que les Jeux d'hiver en Corée du Sud et ceux du Japon il y a 4 ans. Ce qui n'est en rien négligeable. Pourtant, ça contraste bien avec les temps de parole des commentatrices, plus particulièrement chez France Télévisions, groupe de chaînes en charge de la diffusion pour les Jeux Olympiques depuis ceux de Tokyo en 1964, mais également pour Eurosport, et ce malgré leur équipe paritaire de journalistes, analystes et consultants. On peut citer Isabelle Yacoubou pour le basket, médaillée française d'argent aux Jeux de Londres en 2012, Justine Hénin pour le tennis et Laure Manodou pour la natation, médaillées d'or toutes les deux à Athènes en 2004, et Émile Andéol pour le judo, médaillé à Rio en 2016. L'ARCOM appuie ses alertes sur des chiffres assez conséquents, seulement 20% pour France Télévisions contre 12% sur la chaîne pan-européenne, ce qui se révèle être un peu plus lamentable. Restent les statistiques sur les plages horaires entre 21h et 23h, supposées être les heures de forte audience. Tenez-vous bien, on parle de 8% de durée d'intervention. On peut aussi apporter le fait que ces plages horaires monopolisent les pratiques masculines, c'est-à-dire 4% de temps en parole en moyenne pour nos commentatrices, pour approfondir ces forts désavantages. Ce manque de visibilité traduit potentiellement aussi un malaise, voire dans une certaine mesure un mépris par rapport à la légitimité des femmes à délivrer l'information. Dans ce cas-là, on peut citer l'exemple de Marie Portolano, qui met en avant ce problème, celui d'être une femme à la télé, puisqu'elle le décrit dans son ouvrage « Je suis la femme du plateau », sorti l'année dernière, dans lequel elle dénonce le harcèlement sexuel et le sexisme systémique dans les rédactions sportives en France. Mais moi, je vous pose une question. Comment vous percevez ce désavantage et pourquoi pensez-vous qu'il est aussi apparent, du coup ? Ça fait partie finalement du combat pour la parité homme-femme dans la représentation des médias. Ça en fait totalement partie. Là, on est en plein dans le viseur et c'est très actuel parce que déjà les JO ont attiré un chiffre énorme. Ça c'est vrai. Énorme. T'as le chiffre ou pas là sur toi? Là non. 4 milliards. 4 milliards. Je vais dire une bêtise donc je vais rien dire. C'est pas. Bref, chiffre énorme. Voilà, on va dire chiffre énorme. Milliards. Tout le monde sur Terre a suivi. Tout le monde a vu Philippe Catherine en bleu. Tout le monde a vu tout. Donc vraiment, c'est très actuel et surtout, alors il y a un truc, tu n'as pas dit je crois, mais en 2026, il compte renforcer cette parité. Oui, effectivement, c'est ce qu'a annoncé
c'est Delphine Ernotte-Kounchi, la présidente de France Télévisions, qu'elle a rapporté à l'équipe. Elle dit elle va nous être utile pour progresser, cette information justement du manque de parité. Ouais. Et elle semble se projeter à l'avenir en disant pour les Jeux d'hiver 2026, nous pouvons d'ailleurs annoncer qu'il n'y aura que des femmes en prime time. Ce qui est extrêmement honorable. Pour le coup, ça ce qui n'est jamais arrivé. Hein. Vous en pensez quoi, vous ? Est-ce que vous pensez que c'est réellement une avancée ou alors que ça peut être un moyen de faire du pinkwashing ? Parce qu'on sait jamais. Pour moi, il y a les deux. Les deux, je dirais aussi. C'est sûr. Ouais, les deux aussi. C'est tout le temps comme ça. De toute façon, quand il y a un combat, que ce soit la présence des femmes, enfin la représentation des femmes, que ce soit dans les médias ou ailleurs, ou même il y a aussi un peu l'écologie. Ils aiment bien faire un peu. Oui, faire de la communication ça pour le faire. Et en même temps, je pense qu'il y a juste une prise de conscience qui fait que, en fait, pourquoi on ne pourrait pas représenter les femmes ? Les femmes, c'est ça. Elles sont aussi légitimes, je pense, que n'importe qui a aussi bien à faire du sport qu'à le commenter, qu'à en parler, à le relayer. Enfin, c'est ça. Que ce soit dans le sport ou dans les médias en général. Hein. Oui, bien sûr. Oui, absolument. Combien il y a de présentatrices en matinale, donc dans la tranche la plus écoutée de la tranche ? Moi, j'en connais pas. Ou alors ils sont co-présentateurs. Je pense à Amandine Bégaud, Célèbre Aclia, mais voilà, il y en a très peu. De toute façon, ils sont toujours en duo homme. Il y a toujours un duo homme-femme. Oui, il y a toujours homme-femme. Il y a toujours un duo sur BFM TV où on les voit. C'est ça. T'as jamais un duo, mais t'as jamais un duo femme-femme ou homme-homme. T'as jamais aussi, genre, c'est. Voilà quoi. C'est comme si cette parité était individuelle et non générale. Ça avance, mais c'est lent. Ça. C'est lent. On est long, mais je pense déjà que ça a bien avancé avec la disparition des speakerines. Là, on en est là, c'est bien, on avance. Il faut aller plus loin encore. C'est ça. Ouais. De l'avancée. C'est ça, exactement. De l'avancée, comme cette émission qui a très bien avancé. Waouh. Cette émission qui a bien avancé et qui touche à sa fin, car on est presque à la demi-heure. Je vous remercie d'avoir été présents. Donc, j'ai nommé Ambre, Martin, Pablo, Ludo. Le tour des prénoms. Et en plus, ça rime. Et en plus, tu m'as déconcentré. Et Nola. Merci beaucoup aussi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, d'avoir écouté ce numéro de multimédia sur les ondes de RCN et Radio Campus Lorraine. Toujours un plaisir de pouvoir être là avec une telle équipe. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain numéro. Salut. Au revoir. Bisous. Salut. RCN, www.rcn-radio.org